Donc, Valérie Moral Attias, née à Oran, en Algérie, espagnole par le sang, française par la culture, agnostique par nature et catholique de naissance. Elle a suivi des études de psychologie en France avant d'entamer sa carrière de journaliste dans le magazine féminin Marie-Claire. Marie-Claire. En 1994, il a choisi le Maroc comme terre d'ancrage, de vie et d'écriture. Plusieurs fois directrice de la rédaction de magazines marocains, et il a occupé la direction de directrice générale de Lux Radio. Depuis qu'il est installé à Casablanca, il a toujours participé à la vie associative, notamment via l'association marocain pluriel. Elle est active sur le net. Il a publié 2 livres au style innovant, Post Blonde et La peau des fantômes. Il a commencé à publier depuis 2011 avec, bon, c'est les 2 livres, c'est une répétition. Femme de position et de lettres, il milite contre la xénophobie, le rejet de l'autre, la violence et le radicalisme. Il a contribué dans plusieurs ouvrages et ouvrages en enrichissant le paysage littéraire marocain. Sa plume aiguisée dénonce l'obscurantisme, condamne le fanatisme sous toutes ses formes, prône la pluralité et met en exergue la nécessité de vivre ensemble pour un monde meilleur et en harmonie. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est son dernier né qui vient de paraître chez La Croisée des Chemins, Casablanca, Chicha, Esther, Colette et les autres. Cette œuvre permet une redécouverte de la ville mythique de Casablanca à travers les yeux de l'auteur. Pour ne pas vendre la mèche, je cède la parole à Valérie pour nous en dire plus sur son histoire captivante qui raconte plusieurs vies qui se croisent. À toi la parole, Valérie. Merci beaucoup, merci Abderrazak. Je tiens à souligner que cette magnifique présentation très honorante a été réalisée par Souad Mekawi, grande amie, patronne, enfin cofondatrice du Maroc diplomatique. Donc, elle exagère bien sûr quant aux compliments qu'elle me fait. Donc, voilà, je suis venue, je suis invitée, et j'en suis très honorée, pour parler de mon livre Casablanca, qui a également un sous-titre et qui porte les trois prénoms féminins qui sont Chicha, Esther, Colette et les autres. Et donc, c'est un film, évidemment, il y a une audience très masculine ce soir, donc, mais c'est quand même un livre qui parle de femmes et et qui parle aussi et surtout de Casablanca, qu'on peut voir aussi comme la première femme, on va dire, de ce roman. Casablanca, ville fascinante pour le monde entier, ville monstre, ville monde, à l'instar de Mexico, Buenos Aires ou des villes comme ça, ce sont des villes absolument incroyables, passionnantes. Euh, J'imagine que pour ceux qui ne sont plus à Casablanca, enfin qui ne sont plus, par exemple, pour vous, Abderrazak, c'est un crève-cœur parce que c'est une ville qui manque à ceux qui n'y sont plus. Donc, moi, j'ai décidé d'y être et d'y rester. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur, mais c'est aussi c'est beau, très difficile. Enfin, vous le savez tous. Et donc, voilà. Donc, ce livre raconte dans la ville de Casablanca, qui est cette ville de contraste total, dont on reparlera tout à l'heure, j'imagine, dans le débat. Mais cette ville a vu naître Chicha. Chicha ne s'appelle pas véritablement Chicha, mais c'est son surnom. C'est le surnom que l'on donne à cette jeune femme qui est une policière qui sillonne la ville de Casablanca à bord de sa petite voiture tous les jours et qui nous protège tous de la criminalité. C'est une jeune femme diplômée et elle est chargée par le gouvernement de s'occuper de l'installation d'un camp de migrants à Bouskoura, de migrants africains, puisque selon la politique royale, nous accueillons enfin, nous sommes des hôtes très accueillants des migrants venant d'Afrique. Donc, j'ai inventé, bien sûr, ce camp à Bouskoura, qui occupe plusieurs hectares, dont les tentes sont bleues. Enfin, c'est vraiment un camp plutôt sympathique, si on peut dire ça. Et donc, Chicha est chargé de vérifier que tout se passe bien et que tout fonctionne.
Donc, elle est là. Et puis, elle rencontre dans ce camp une jeune femme, une immigrée clandestine qui s'appelle Esther, qui vient d'Éthiopie. Cette Esther a été découverte sous la cale d'un camion, si vous voulez. Donc, elle est vraiment très, très misérable. Elle est donc intégrée à ce camp et elle est surveillée de près parce que c'est une femme très spéciale. Elle parle plusieurs langues, elle est extrêmement brillante et elle est très. Esther a une beauté exceptionnelle qui font que tout le monde s'intéresse, tout le monde la regarde. Elle est vraiment. Elle est noire, c'est une magnifique éthiopienne et elle se revendique d'un héritage quand même très étonnant puisqu'elle elle prétend être l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-fille d'Arthur Rimbaud, le poète français sulfureux, qui vécut lui-même en Éthiopie. Et donc, elle n'a rien pour le prouver, mais il semblerait qu'elle connaisse les poèmes, il semblerait qu'elle parle le français très très bien et plusieurs autres langues. Donc, cette personne est assez intéressante. Et, et donc, Chicha s'en occupe. Chicha est amoureuse d'un monsieur qui s'appelle Abdelatif, qu'on appelle Ab, qui lui est un franco-marocain qui était policier en France et qui a décidé de rentrer au Maroc, ne supportant plus un certain racisme, il ne se sentent plus à l'aise en France, donc rentre au Maroc, devient évidemment policier, il est officier lui aussi, il est le supérieur hiérarchique de Chicha, qui est très amoureuse de lui. Ce garçon n'est pas très sérieux, on peut le qualifier, quand on est une fille, on peut le qualifier facilement de un peu pervers narcissique, c'est-à-dire jouant, n'étant pas insensible au charme féminin. Donc Chicha est une jeune femme à la fois très courageuse, mais souffrant un peu d'amour, bien sûr. Et puis, nous avons un autre personnage qui est une Française parisienne, une journaliste parisienne très branchée, qui est venue pour son journal pour faire comment dire, un reportage sur ce camp de migrants qui est modèle, un camp modèle pour montrer comment le Maroc accueille cette immigration africaine. Ça, c'est la trame, c'est le canevas. Et tout se passe en fait dans cette ville de Casablanca que Chicha, comment dire, Chicha traverse toute la journée Casablanca, donc elle décrit la ville telle qu'elle aperçoit selon son humeur du jour, selon sa vie, selon ses préoccupations. Et que vous dire d'autre peut-être mon éditeur pourrait m'aider, mon éditeur belge. je ne sais plus. Allô? On t'entend pas, cher ami? Mais c'est très compliqué de parler Allez, de... oui, oui, Valérie, je suis là. Oui. Donc, Alors vous, qui êtes étranger, qui avez lu Casablanca, qu'avez-vous pensé de la ville? micro, Philippe. Micro, s'il vous plaît. Ah, d'accord, voilà, voilà. Oui. Non, Valérie, bonsoir. Euh, Il y a le personnage de la tante aussi qui est assez extraordinaire, je trouve. Ah oui, la tante de Chicha. Ouais. La tante de Chicha est une sorcière. Elle gagne sa vie de cette façon, mais c'est une sorcière positive qui a des dons de voyance très importants. Et bien sûr, mais que connaissons tous ce type de personnage au Maroc. Donc, elle est tout à fait fiable. Elle gagne très, très bien sa vie. Elle est traditionnelle et elle aime beaucoup sa nièce, qu'elle conseille, Ouais. voilà. Donc, il y a toute une description plutôt poétique de sa tante, la tante Selma. Il y a l'intrigue. Il y a l'intrigue alors aussi. À un moment Alors, donné. l'intrigue, voilà l'intrigue. Ce qui se passe dans ce camp de migrants, c'est-à-dire qu'il y a un douar à côté du camp, et dans ce camp, il y a une petite fille du douar, qui a à peu près 3-4 ans, qui va souvent jouer dans le camp, et cette petite fille disparaît. Donc toute l'intrigue du livre, du roman, est portée sur la disparition très inquiétante d'une enfant en bas âge, où évidemment les culpabilités vont s'ajouter. C'est-à-dire que nous aurons d'abord une accusation. L'accusation première, ce sera qui dans le camp de migrants voilà, a dérobé cet enfant, l'a probablement assassiné. Enfin, comme on peut s'en douter, les boucs émissaires s'enchaînent.
Chicha cherche, évidemment, cette petite fille. Et puis Esther est évidemment accusée de cette disparition. Je ne vous dirai pas la fin parce que bon, on cherche sa petite, mais tout est en fait sur la perception de l'autre, sur le principe d'accusation permanente, sur les gens qui arrivent. Le camp, c'est-à-dire qu'ensuite ça finit en guerre entre le douar qui est persuadé de la culpabilité du camp, donc va l'attaquer, donc va détruire le camp. Enfin, tout se passe, si vous voulez, sur ces sentiments extrêmement violents et ambigus, sur la disparition d'un enfant, et comment l'autre fait toujours peur et l'autre est toujours le coupable. Est-ce que ça va ou c'est pas trop ennuyeux comme présentation? Non, mais c'est bon. Ça nous a donné une idée du Voilà. livre. Peut-être la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est beaucoup plus la réponse, je la trouverai chez Philippe. Est-ce qu'il a déjà travaillé avec des auteurs au Maroc ou vous êtes la première à... Je dois vous dire que je viens de fonder une maison d'édition. D'accord. Pendant le premier confinement, j'ai décidé, vous savez, il y avait, je ne sais pas comment c'était au Maroc, mais ici, tout était très calme, il n'y avait plus de circulation, tout était fermé. C'est la même chose. Je dois dire, moi, j'ai trouvé ça très agréable. On entendait les oiseaux, l'air sentait bon. Enfin, c'était les premiers mois du confinement étaient très agréables. Et moi, j'ai terminé d'écrire mon bouquin. Et puis, j'étais déjà impliqué avec Valérie et avec d'autres auteurs dans une maison d'édition, un projet de maison d'édition. Et ce projet est tombé à l'eau à cause du confinement, économiquement, il n'a pas tenu le coup. Et donc, moi, j'ai décidé, je vais me lancer parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Et donc, on a fondé une petite maison d'édition, Ma vie qui est en ligne, Maria Victoria, et moi-même et ma compagne. On a créé une petite maison d'édition qui s'appelle Accro Édition, accro à la littérature, bien entendu, pas au cannabis, même si on connaît, accro à la littérature. Et donc, on a invité, j'ai invité Valérie alors à intégrer comme auteur, comme autrice cette structure. Nous ne nous connaissions pas, hein. Je ne connais pas Philippe personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Non, c'est vrai. Mais les choses, vous voyez, se font incroyablement. Donc, Ouais. il s'agit d'une réédition pour le monde francophone et non, celle au Maroc j'ai été éditée par Abdelkader Etnani, que vous connaissez probablement, Croisée des chemins. Et voilà. Voilà, donc c'est une collaboration belgo-marocaine. Impeccable, voilà. C'est une bonne chose. Bon, c'est l'occasion de connaître des auteurs qui sont autour de la table. Peut-être que ça peut donner naissance à des collaborations futures, notamment le professeur. C'est pour ça que je me suis permis d'inviter Philippe, parce que je sais qu'il est totalement fasciné par notre monde et qu'il serait ravi de connaître d'autres auteurs marocains. Oui, oui, je sais que docteur Chaoui, il vient de publier un livre qui est fort intéressant. Bon, il aurait l'occasion d'en parler un tout petit peu. Quel livre, s'il vous plaît, celui du docteur Chaoui? Docteur Chaoui, c'est Mokhtar. Pouvez-vous faire une introduction de votre livre? Il est où, docteur Chaoui? Ah oui, je le vois. Elle est là. L'introduction de quel livre? Le dernier. Il est un peu timide. Le dernier. Le dernier, il est en fabrication, il n'est pas encore publié. Oui, mais pour mettre l'eau à la bouche. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est très galant de parler de mon livre en la présence. Si je vous en prie, profitons-en, nous sommes des écrivains. Parce que l'invité, c'est Valérie, c'est pas moi. Oui. Où est-ce que je veux dire? Pas de souci. Non, mais ce qui m'a intéressé dans ce qu'a dit M. Philippe, c'est que il a beaucoup travaillé pendant le confinement et ce livre, je l'ai accouché pendant le confinement, en fait. Ouais, pendant le premier confinement. Et c'est un livre, quand je dis à mes amis que c'est un livre que j'ai
j'ai accouché, j'ai presque envie de dire, ça a explosé pendant 13 jours. Ça a sorti de moi pendant 13 jours et ça a été pratiquement 10 jours de travail sans pratiquement dormir. Et ça a donné une histoire un peu surréaliste qui vient tout simplement, je dirais, qui traite tout simplement de la problématique du miroir, une problématique qui m'a toujours habité. Mais vous avez tous, il me semble, vécu la même chose que moi, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est habitué à sortir, qui est habitué à avoir des amis, à être dans des groupes, et se retrouver du jour au lendemain enfermé entre quatre murs comme ça, et ça a été pour moi une sorte de choc. Et j'ai vécu surtout les 15 premiers jours, c'était horrible pour moi, c'était catastrophique, c'était stressant. J'arrivais pas à m'y faire en fait. Et donc la seule possibilité que j'avais, il fallait que je sorte ce que j'avais en moi, sinon j'allais devenir violent, je peux le dire. J'allais devenir vraiment insupportable devant ma femme, devant mes deux gosses. Il fallait que je sorte ça d'une manière ou d'une autre, et ça a été l'écriture, quoi. Et donc j'ai imaginé quelqu'un, un personnage enfermé comme moi, et qui se dit, voilà, auparavant j'avais les amis avec qui parler, auparavant j'avais les sorties, auparavant j'avais les autres miroirs dans lesquels je me voyais, et maintenant je n'ai personne, je n'ai que moi, donc il ne me reste que mon propre mémoire, et donc je vais me plonger dans mon propre mémoire. Miroir ou problème? Hein? Miroir ou... Le miroir, voilà, le miroir, c'est ça. Mémoire. Et ben, c'est un jeu aussi de mémoire, parce que il y a un travail de mémoire d'où la confusion. Donc, il se regarde pour la première fois de sa vie, c'est quelqu'un qui a un peu plus de 40 ans, il se regarde pour la première fois de sa vie dans le miroir, et comme le disait Nietzsche, il y a une phrase qui m'a toujours impressionné, qui dit que quand on regarde dans l'abîme, l'abîme regarde en toi. Et donc, lui, quand il va plonger dans son propre miroir, il va découvrir en fait que la personne qu'il croyait être n'est pas la véritable personne. Il va constater, il va trouver que ce qu'il croyait être, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à se voir dans les regards des autres. Il a passé son temps à se voir dans les miroirs des autres. Et lorsque l'occasion s'est imposé à lui de se voir pour la première fois dans son propre miroir, il va découvrir que il n'était pas aussi beau que ça, il n'était pas aussi gentil que ça, il n'était pas aussi altruiste que ça, il n'était pas aussi... Enfin bref, c'est une plongée dans son monde à lui, c'est une sorte d'introspection à travers laquelle il va découvrir en fait que l'âme humaine, à travers lui, n'est pas aussi gentille, aussi belle, aussi altruiste que ça. Et donc, moi, je considère que c'est mon roman le plus noir que j'ai jamais écrit. D'ailleurs, c'est la réflexion que m'a faite beaucoup de mes amis à qui j'ai donné à lire. Ils m'ont dit c'est un livre insupportable. J'ai dit c'est insupportable parce que le moment pendant lequel j'écrivais ce livre, c'était des moments insupportables. Et donc, c'est vrai que c'est le livre le plus angoissant, le plus noir que j'ai écrit jusqu'à là. Est-ce que ça va être apprécié ou non? J'en sais pas. Et entre nous, franchement, je m'en fous. Parce que l'essentiel a été fait. Et l'essentiel pour moi, c'est que ce livre m'a un petit peu sauvé. Dans le sens où, si je ne l'avais pas écrit, je crois que je serais passé par des moments très, très difficiles. Grosso modo, c'est ça. J'entre pas dans les détails. J'entre pas dans les détails parce que c'est une confrontation entre la personne et son ombre qui se voit dans le miroir, et c'est l'ombre qui va devenir un petit peu le détective, parce que c'est écrit sous forme de thriller en fait. Hein, il y a des meurtres, il y a plein de choses, et le détective n'est pas un détective normal, le détective n'est rien d'autre que l'ombre de soi, en quelque sorte. Voilà. Merci. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens à Valérie. Merci beaucoup. Donc, le débat est ouvert, les amis. Donc, si vous avez des questions à Valérie, si vous voulez poser des questions, la parole est à vous. C'est Gouzrou Abdelil de Marrakech. Rachid de Rabat. Et Rachid de Rabat. Rachid après. Alors, c'est Abdelil, à vous la parole.
Bonjour tout le monde, merci Saad Razzaq, merci Valérie. Bien entendu, chacun qui écrit un roman, il y a bien entendu une sorte d'inspiration qui incite à écrire ce roman. Moi, j'aimerais bien connaître pour Valérie quelle a été l'inspiration pour choisir ce thème de l'immigration. Est-ce que c'est une inspiration qui était comme ça d'une manière subjective ou bien parce qu'on commence à observer à travers le Maroc, je dirais, l'affluence massive de cette immigration maghrébine et au sein de cette affluence, quelle a été votre inspiration pour voir cette thématique de ce conflit entre le douar, etc. Je dirais un petit peu quel a été votre état d'âme pour choisir le thème et l'histoire. Merci. Merci. À vous la Merci. parole, Valérie. Merci pour votre question, Rachid. Il m'a semblé, vous savez, je l'ai écrit il y a maintenant, j'ai même du mal à me souvenir du livre en lui-même parce qu'il est écrit depuis plus d'un an. Et c'était le moment, si vous voulez, où la communication que j'ai trouvée royale était très, comment dire, très émouvante dans le sens où le Maroc ouvrait ses frontières pour une immigration africaine qui n'était pas une immigration ni choisie, ni qui portait à débat. Alors que je voyais que, bon, en France, ce n'était pas tout à fait la même chose. Et puis ensuite, les problèmes ont commencé à se poser avec cette immigration africaine au Maroc. C'est-à-dire que nous avons tous pu lire dans la presse les attaques qu'ont subi souvent des personnes qui étaient jetées des trains ou qui étaient un peu persécutées. Mais bon, on les trouve, on les voit, on voit toutes ces personnes également au feu, à tous les feux rouges, mendiants et autres. Donc, bon, c'est un peu le même principe que partout ou en Europe ou au Maroc. Et et ça posait un problème. Ça posait un problème sur le plan économique et ça posait un problème sur le plan humain, c'est-à-dire que le plan économique dévorant le problème humain, il se trouve que ces personnes ont fini par être pas tout à fait bien traitées. Ce camp a priori, c'est un camp idéal. C'était le camp à Bouskoura, la ville verte, la ville écologique, une très belle ville avec un très beau camp. Et finalement, même ce beau camp ne tient pas la route, dans le sens où il suffit d'une moindre étincelle, comme bon, c'est la disparition d'une enfant, pour que le feu aux poudres prenne et que l'incompréhension générale, si vous voulez, entre ces immigrants et puis les gens du Douar. Bon, mais ce sont des choses qu'a vécu également le policier Ab, hein, ce policier qui lui-même est rentré au Maroc depuis la France parce que ne supportant plus ce sentiment de racisme dès qu'il est, enfin de racisme, sans juger. Il y a des problèmes, je ne suis pas en train de faire l'angélique, mais je pense que trouver sa place quelque part, c'est quand même très compliqué. Moi-même, je suis étrangère, j'ai toujours été étrangère puisque née en Algérie, algérienne. Donc, je n'ai jamais été complètement ma place nulle part. Je suis rentrée d'Algérie qui était algérienne en France. Je suis restée un temps en France, puis je suis d'origine espagnole, puis je suis au Maroc, puis j'ai épousé un Marocain, puis, enfin bon, vous voyez, d'une autre religion que moi. Donc, je sais ce que c'est de ne pas être jamais complètement à sa place, mais voilà. Donc, j'ai trouvé, ce sont des choses qui m'interpellent et qui habitent toujours mes romans. Bien. OK, donc je donnerai la parole à M. Shariq Rachid de Rabat. Oui, merci Saad Razzaq, merci Madame Valérie pour votre intervention. Moi, j'ai retenu deux choses en fait. Vous travaillez sur la question migratoire au Maroc et puis vous faites partie aussi de l'associatif, surtout, je dirais, Je connais un suis peu beaucoup moins active, mais vous avez raison, je travaillais avec Maroc pluriel, avec Marocain Cheikh pluriel, que je tout à connais fait. bien, Marocain pluriel. Donc moi, je vais juste en fait un retour en fait. Je dirais, d'expérience de Madame Valérie sur cette question migratoire. Comment les choses ont évolué? Et en fait, cette question, en fait, si on pose la question en fait à un Marocain, on va lui dire est-ce que vous êtes raciste? Est-ce que il y a la xénophobie ici? Il va vous dire non. Et vous, quel est votre regard en fait sur cette question en fait migratoire? Comment ça évolue? Et surtout dans une grande ville comme Casablanca. Ma réponse est ambivalente. Bien évidemment, c'est ce que nous observons. Je ne suis pas une spécialiste de l'immigration, mais ce que nous observons, c'est que
l'intégration est compliquée parce que pourtant nous sommes malgré tout, nous sommes un pays africain aussi, mais l'intégration et la religion est différente. Souvent, ce sont aussi des Africains de religion catholique. Nous avons également, alors des personnes, vous remarquerez, quand nous aurons le droit de retourner dans les restaurants, enfin nous avons le droit, mais un peu plus tard que 20 heures, enfin, vous verrez que le personnel des restaurants casablancais aujourd'hui est très, très, très africain, ce qui est une bonne chose. Il y a de très de bonnes relations, comment dire, il y a de bonnes intégrations. Mais si je peux me permettre, je ne veux pas choquer les personnalités marocaines autour de moi, mais vous savez bien, même traditionnellement, plus les personnes sont sombres, moins c'est bien vu. C'était il y a on entend beaucoup de choses, vous voyez, de ce type-là aussi qui font de la peine. Donc, on est toujours le bouc émissaire de quelqu'un, vous voyez. Alors, il se trouve que peut-être dans les couches supérieures de la population, on supporte extrêmement bien cette arrivée massive d'Africains, mais il se trouve que dans des couches plus populaires, peut-être cette intégration est plus difficile parce que la misère, enfin la misère, peut-être pas la misère, mais en tout cas, les revenus étant moins réguliers, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Allez-y. Allez-y, Valérie. Oui, non, mais je pensais que quelqu'un voulait parler, donc je suis... Non, c'était Dr Chouki qui n'a pas désactivé son micro. Ah, qui parlait au téléphone, d'accord. Je pensais que c'était une intervention. Bon, je ne sais pas, moi, mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez de cette immigration massive que nous vivons depuis plus d'1 an à Casablanca. Et qu'en pensez-vous, vous? Moi, personnellement, j'ai une petite question dans ce sens parce que je ne sais pas au niveau de votre écriture, est-ce qu'il n'y a pas la tendance journalistique qui l'emporte sur la tendance littéraire? Parce que bon, Non, comme vous avez deux casquettes. Alors, dans le livre, bon, la tendance journalistique et associative fait que par principe, et d'ailleurs comme mes enfants, comme ma famille en général, par principe, comment dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand quelqu'un rentre dans votre pays, vous vous en occupez. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est aussi simple. Sinon, on ne rentre pas. Mais je ne veux pas donner de leçons de politique ou de morale ou autre, mais c'est quelque chose qui m'a préoccupée. Moi, j'ai été très bien accueillie au Maroc quand je suis arrivée. Et je suis une immigrée heureuse, comme on dit. J'ai pu travailler très, très rapidement puisque j'étais déjà journaliste professionnelle et je me dis, bon, d'autres ont eu moins de chance que moi. Ce n'est pas une raison pour ne pas... Et ce que je voulais surtout montrer sur le plan littéraire, c'était autre chose que le plan journalistique. Ce que je voulais montrer sur le plan littéraire, c'était ce principe du bouc émissaire, celui que l'on ne connaît pas, ou celui est toujours coupable. Par principe, c'est un principe psychologique. Vous n'êtes pas mon voisin, donc vous êtes un coupable, ou vous êtes un ennemi potentiel. Donc, bon, j'aimerais bien avoir votre avis quand vous trouvez Alors là, face à ce contexte. Il y a Nabila qui a demandé la parole. Nabila, à vous la parole. Enfin. Vous libérez votre micro. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je ne la vois pas. Valérie d'abord pour son ouvrage. Et enfin une dame, bonjour. Enfin. Enfin. Et je remercie mon collègue qui a partagé avec moi cette réunion par Teams. Par hasard, j'ai vu l'article de la veille économique la semaine dernière que vous avez fait, Valérie, avec la veille économique. Oui, j'ai eu une interview très belle. Oui? J'ai eu une très belle interview. Je vous entends, Nabila. Oui. Et ce qui m'a attiré dans l'article de la veille économique, c'est la première page de couverture. Vraiment, elle m'a attiré, les couleurs et les dessins. Et j'ai pensé au thème de cet ouvrage, puisque
Le titre, c'est Casablanca. Et l'arrière et la couverture, il y a beaucoup de couleurs qui présentent les femmes, la violence. C'est une photo de Casablanca, une vraie photo taguée, d'un tag sur les Oui. immeubles de ces jeunes femmes. Voilà. Oui. J'aimerais bien seulement savoir pourquoi tu as choisi cette image réelle de Casa. Et pourquoi vous avez L'image, la choisi photo? aussi, oui, Alors, j'avais le choix, j'ai eu le choix par la maison d'édition La Croisée des Chemins, m'a donné à choisir entre plusieurs photos. Donc, des photos traditionnelles, peut-être plus élégantes, a priori, avec de belles, beaux immeubles ou alors un beau symbole ou autre. Mais quand j'ai vu cette photographie qui claquait, qui ressemble en fait au cœur de Casablanca, hyper intense, avec ses visages féminins euh, urbains, vous voyez, cette jeune fille avec son chapeau à l'envers. Tout ça, ça existe, tout le monde l'a vu depuis sa voiture, on la voit sur l'immeuble. Et j'ai trouvé que c'était très contemporain, très moderne. C'est un livre, c'est vraiment un roman urbain qui, comment on dit, c'est un roman urbain. Alors effectivement, il y a plein de choses. Il y a dans cette thématique que nous avons vue sur l'Afrique, mais sur le camp de Bouskoura, mais il y a également la ville qui pulse tout le temps, qui est tout le temps là, qui donne le rythme, qui donne le pas. Donc il y a des passages, par exemple pour la journaliste parisienne qui est fascinée par la ville qu'elle ne connaissait pas, donc elle vient d'arriver. Et elle décrit la ville parce que elle, son imaginaire était le Casablanca de Humphrey Bogart. Donc son imaginaire, d'un seul coup, prend un choc de rencontrer cette ville extraordinaire qu'est Casablanca, que tout le monde, enfin nous connaissons tous, sauf Philippe, mais qui viendra bientôt, Inch'Allah. Mais je trouvais, donc Colette, si vous voulez, la journaliste parisienne, très chic, rencontre Casablanca et c'est ça qu'elle voit en premier, c'est-à-dire une ville très urbaine, extrêmement vive, et elle se prend à parler architecture, enfin pas l'architecture, mais elle s'intéresse à l'architecture de Casablanca, et elle revoit le centre-ville qui lui rappelle effectivement le film hollywoodien, le centre-ville Art déco, et puis ensuite elle découvre des médinas fantastiques, puis ensuite elle découvre, enfin bon, il y a et elle a des théories complètement décalées qui ne ressemblent à aucune autre, par exemple une théorie sur la saleté, qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous, les Casablancais, pensons quand nous marchons dans la rue et qu'on voit des poubelles éventrées ou autres. Alors pour elle, même la saleté de Casablanca est une rébellion. Elle dit que c'est une ville qui ne s'approprie pas ses propres valeurs et que c'est l'inverse de la Suisse, le pôle opposé, qui dit quand on ne s'approprie pas une ville, quand les habitants d'une ville ne s'approprient pas leur ville, ils sont leur seul degré de véritable de rébellion contre la ville, c'est la saleté. Et c'est-à-dire que c'est une forme de liberté que de ne pas rentrer dans un moule qui est celui d'un hygiénisme total. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose, bon, ça m'est venu un peu comme ça, mais je crois que j'y crois assez au fait que quand on s'approprie sa ville, c'est vrai, Casablanca a été construite par des Européens, donc par la France, par le protectorat dans sa structure, enfin, je ne sais pas trop, je sais que Philippe est architecte de formation, donc j'avais envie de montrer que toutes les critiques que nous pouvons, nous, Casablancais, faire sur la ville sont en fait des signaux bien plus profonds que ce que nous imaginons. Voilà. Que la saleté n'est pas la saleté des êtres qui l'habitent, la saleté est une volonté de montrer quelque chose. Parce que quand vous vous promenez très souvent au bled, que vous allez dans des douars ou autres, vous vous rendez compte qu'il y a une immense propreté, que tout est nickel, que tout est impeccable, parce qu'il y a une appropriation peut-être du site qu'on ne trouve pas. Donc voilà, moi je vois Casablanca comme une rebelle totale et qui n'hésite pas à se promener n'importe comment, en haillons, si elle le veut, comme elle peut se promener en reine totale. Donc je trouve que c'est une ville fantastique. Mais ça, il faut lire le livre parce que c'est plus compliqué. Là, vous avez juste la trame, mais après, dans le style, et puis là, je suis très émue, donc je ne parviens pas à exprimer toute la profondeur de ce que je voudrais dire sur Casablanca. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Valérie. Donc, avant de donner la parole, c'est Abdelrahman. Je tiens à
souhaiter la bienvenue l'un de nos grands artistes, c'est Wardan, c'est Abdelrahman Wardan. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue au docteur Chouqi, qui nous rejoint pour la première fois. Et ce n'est qu'un début, docteur Chouqi, ça va continuer. Hein. Attache-toi. Donc, professeur Abdelrahman Marzouqi de Tanger, à vous la parole. Merci Saad Razak, merci Valérie pour ce partage qui nous fait changer un peu du rythme qu'on a vécu ces dernières semaines. Moi aussi, j'étais attiré un peu par l'affiche de votre livre et surtout le titre de Casablanca. Et là, je pense que Retnani était un peu derrière le choix du titre de Casablanca. Plus l'éditeur Retnani, je crois, il était même à 99% derrière ça. Le choix du titre, connaissant Retnani, il a dû penser à pas mal de choses en choisissant ce titre-là. Mais là, maintenant, vous m'avez intrigué un peu, c'est pour ça que je voulais intervenir maintenant, au sujet de la rébellion de la population ou là, des gens de Casablanca. Comme vous avez expliqué que la saleté de Casablanca est une sorte de rébellion de la population casablancaise. Tout en sachant, par exemple, cette problématique de l'immigration vers Casa ces dernières années ou la dernière décennie, on sait que Casablanca est une ville d'immigrés et surtout de l'exode rural qu'a connu le Maroc et qu'a connu Casablanca. Ça ne me pose pas de problème au sujet de l'immigration. Le problème que j'ai au sujet de la rébellion, et je vous poserai une petite question, comme vous êtes une Casablancaise, moi j'y étais il y a 2 jours, est-ce que la réaction des jeunes de Casablanca vis-à-vis de la société Alsa et des nouveaux autobus entre dans cette définition de la saleté rébellion? Est-ce que le refus des bus, des nouveaux bus et le saccage qui était devenu systématique? J'ai un jeune responsable de la police de Casablanca qui m'expliquait il y a 2 jours que c'était une réaction un peu terrible. On dirait que ces jeunes ou ces adolescents connaissaient même la société, connaissaient même, ils avaient une réaction un peu bizarre vis-à-vis de ces bus. Est-ce que ça rentre dans cette logique? Non, non, pas du tout, pas du tout. Enfin, c'est pas à eux que je pensais du tout. Par contre, oui, par rapport à ça, alors pour éclairer notre étranger sur notre plateau, les nouveaux bus qui sont arrivés donc à Casablanca sont des bus qui sont absolument magnifiques. Pour ceux qui ne sont pas à Casa, vous les verrez quand vous viendrez. Ce sont des bus comme nous n'avons jamais eu, après nos bus tout pourris qui prenaient feu depuis 15 ans. Nous avons des bus climatisés, merveilleux, pas chers, 8 dirhams pour aller jusqu'à Darboisa, ce qui est quand même beaucoup moins cher qu'un taxi blanc qui coûte à peu près 20 dirhams. Donc, ce sont des bus qu'on pensait, quand nous les avons reçus, sont des bus qu'on pensait que tout le monde respecterait. Or, il se trouve qu'il y a eu effectivement des cas, pas énormément, il a dû y en avoir une petite vingtaine d'adolescents entre 13 et 16 ans. Là, c'est la journaliste qui parle. Hein, entre 13 et 16 ans qui ont attaqué ces bus. Qui les ont attaqués donc ce sont des enfants qui ont été arrêtés, ce sont des enfants qui sont des enfants à problème. Ce n'est pas la population qui a attaqué les bus. Au contraire, la population est furieuse. La population a réagi. Elle a réagi très violemment. Ensuite, il y a eu d'autres problèmes indépendamment de ces jeunes-là qui ont tout abîmé. Il y en a une bonne vingtaine. Il y a aussi un autre problème qui est en fait la concurrence directe de ces nouveaux bus magnifiques, beaucoup moins chers que les taxis blancs ou que les taxis tout court. Comme peut-être pas les petits taxis rouges. Il y a, pardonnez-moi le terme, je risque une espèce de petite mafia, si vous voulez, de taxis blancs qui refusent, comme vous le savez tous. Hein. Donc, ces bus sont visés de tous les côtés par les voyous adolescents,
par les mafias du transport qui voudraient conserver leurs prérogatives. Ces taxis blancs à qui on n'a jamais demandé d'être nettoyés, justement, ou d'avoir une flotte qui tienne la route, alors que c'est n'importe quoi. Ils sont vraiment très, très vieux. C'est des voitures qui ont 20 ans, 30 ans. Donc, je pense que c'est la résistance, pour le coup, là, ce n'est plus la résistance à la rébellion, c'est la résistance au changement, à la modernité. Ouais. C'est mon avis, mais bon, il n'est pas très original. Bien, donc je donnerai la parole, c'est Wardan. C'est Abdelrahman, à vous la parole. Merci beaucoup, merci c'est Abdelrazak pour cette nouvelle fenêtre encore qui est offerte. Et évidemment, je n'hésite pas à y aller chaque fois que je peux. Et puis là, quand j'ai vu le nom de Valérie, évidemment, le titre du livre, l'auteur aussi, j'ai accouru, je n'ai pas hésité, ça m'intéresse beaucoup, surtout que ça parle de Casablanca, ma ville, là où je suis né. Et là, je suis un natif de Casablanca, artiste à Casablanca, et je fais mes armes évidemment à Casablanca. Il est tout à fait normal que j'ai ce sentiment particulier pour cette ville. J'ai toujours le souvenir des ciné-clubs, le travelling club, des maisons de jeunes, des clubs de Marif, de la Folle, du cinéma Verda et les concours de chant qui existaient, l'école des beaux-arts, les bibliothèques. Tout cet ensemble-là qui me donnait cette impression de vivre vraiment intensément une ambiance culturelle et artistique extraordinaire. Et aujourd'hui, avec beaucoup de personnes, et certainement Valérie aussi, parce que je sais un peu son penchant très fort pour l'art et pour la culture, elle doit aussi s'interroger comme moi, qu'arrive-t-il aujourd'hui à Casablanca? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette quête de positionnement? Elle n'est pas Casablanca, bon, elle se prétend être la capitale économique, bon, maintenant, avec ce qui arrive à Tanger, ce qui va arriver à Dakhla, en lui certainement ravir le végétariat, mais en tant qu'espace culturel, ça s'étrique de plus en plus. On ne voit pas revenir un peu cet environnement. Bien sûr, il y a de l'infrastructure, on nous montre un peu de grands espaces culturels qui ne marchent pas encore, etc. Mais l'ambiance, l'esprit quand nous avons vécu, parce que la culture, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas que du divertissement, c'est un facteur essentiel qui produit, qui crée l'image, qui valorise la notoriété et qui donne un positionnement de la ville. Je ne sais pas, j'ai le tort encore de ne pas lire le livre, mais je vous promets que je ruerai très très vite pour le lire dès demain. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous aviez abordé un petit peu dans votre roman des allusions à cet esprit évidemment culturel que Casablanca avait et qu'elle a perdu aujourd'hui. Bon, écoutez, c'est peut-être là un peu les impressions de l'artiste qui s'écarte un peu de ce que pensent les autres, mais c'est mon avis. Et je vous félicite, bravo. Je vous remercie mille fois. Vous êtes artiste peintre? Oui, je suis artiste peintre. Vous exposez dans une galerie? Partout dans le monde, j'expose dans beaucoup de pays. J'avais exposé au Maroc à Babarouah 2 fois. J'ai exposé avec la galerie, comment elle s'appelle déjà cette galerie, avec la Syrienne, ça me reviendra. C'est ma galerie pourtant, avec Atias. Allô? Bref, bon, et puis bon, j'ai exposé en Allemagne, en France, en Italie, dans beaucoup de pays, bien sûr. Oui, Abdelrahman Wardan, c'est un grand artiste. Enfin, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il organise un grand festival de l'art africain. Oui. Voilà. C'est-à-dire que j'ai organisé 6 éditions. Nous sommes témoins, c'est Abdelrazak. Nous sommes témoins. Arcane Africa. Exact. Nous sommes témoins. Exactement. Arcane Africa, qui Arcane est en fait un grand événement qui appelle des artistes africains du continent et qui arrivent en résidence ici au Maroc et qui produisent des créations artistiques qu'on expose un peu partout pour essayer de rapprocher un peu
communauté africaine à travers l'art et la culture. Et c'est Casa dont on a besoin. On s'amuse bien. Ce genre de manifestation, justement, c'est Casablanca ce qu'il devrait être. C'est organisé, c'est un carrefour de beaucoup de cultures. Donc, moi, j'ai été impressionné le jour où j'ai assisté à ce... Oui, c'est ce qui me fait un peu réagir. Tu le sais très bien. Il y a eu malheureusement, on assiste aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai posé cette question, des centres culturels qui malheureusement changent de vocation par le vouloir d'autorités publiques et qui, au lieu de rester des centres culturels, ils redeviennent soit des centres de police ou une autre affaire, et ce qui est totalement aberrant malheureusement et qui n'encourage pas à redonner évidemment à Casablanca son aura culturelle qu'elle avait, qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'était une ville tout à fait. Ouais. Je me souviens, parce que je suis arrivée en 92, il y avait à l'époque une énorme explosion culturelle. Nous étions tout le temps. Il y avait des concerts de musique incroyables. Exact. Il y avait les festivals de rue, il y avait le festival de Casablanca, il y avait j'ai oublié moi aussi, monsieur, j'oublie tous les noms. Le boulevard. Oui. Il y avait le boulevard, vous vous souvenez, il y avait le boulevard qui faisait des évidemment. Toutes les jeunes artistes, la scène rock, la scène underground de Casablanca. Oui. Il y avait une scène... c'était extraordinaire. Nous étions tout le temps dehors. Il y avait toujours quelque chose à faire. Il n'y avait pas de musée, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à Rabat pour aller au musée. Mais c'était aussi le lancement des galeries d'art. Énormément d'art, énormément de galeries qui ouvraient. Et là, j'ai vraiment le sentiment, moi aussi, d'un essoufflement. Alors, j'ignore si c'est parce que nous vieillissons et que finalement on sort moins, on est moins attentif. Mais j'ai vraiment le sentiment que la littérature, elle continue. Il y a plein de nouveaux auteurs, beaucoup de jeunes auteurs, de jeunes autrices qui sont excellentes aussi. Mais je n'ai pas l'impression qu'en art plastique, comme vous le dites, il y a un véritable renouvellement. Après les stars, même, et vous, et puis les stars que nous avons connues de la peinture marocaine. Exact. Puis je me souviens qu'on sortait beaucoup, il y avait une véritable émulation intellectuelle. Et évidemment, des écrits comme ce que vous faites, des romans comme ça pourrait un peu contribuer à faire de la résilience et à essayer de redonner un petit peu à la ville. C'est ça à encourager, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Moi, je reviens vers le nom qui a été choisi et je rebondis un peu sur ce qui a été dit par le professeur Marzouki. J'ai été agréablement surpris il y a quelques jours en me baladant dans un mall. J'ai trouvé l'affiche Casablanca, du film Casablanca, qui se vendait en plusieurs exemplaires à $50 pièce. Donc, ça veut dire que Casablanca, il a une certaine représentativité à l'échelon international et qu'il est en train malheureusement de perdre à l'échelon national. Parce que, Casa internationalement, quand on croise un Brésilien, tu lui dis « je suis du Maroc », il ne va pas comprendre là où c'est. Quand tu lui dis « je suis de Casablanca », il te suit parce qu'il y a un film, actuellement une série, qui est en train de se faire au Brésil, qui s'appelle Casablanca. Oh. Donc, c'est des choses qui sont vraiment extraordinaires. Pour rester toujours sur le nom, l'occasion s'est présentée un jour d'aller vers du côté de Las Vegas où il y a un grand casino qui s'appelle Casablanca et l'ironie du sort, c'est qu'il a la même calligraphie qui a été choisie au niveau du film et c'est ce qui a été repris au niveau des bières Casablanca qui se vendent actuellement. C'est fou! C'est extraordinaire. Et je vous assure qu'en voyant ça, ça donne la chair de poule. Cette ville est extraordinaire. Cette ville a vraiment... Valérie, si vous permettez, juste le nom de la galerie me revient. Voilà, ça veut dire que je vieillis là. C'est Venise Cadre. Venise Cadre, je m'en souviens parfaitement. Je pense vous avoir rencontré. J'y allais à chaque vernissage.
Ah oui, j'ai exposé plusieurs fois là. Ah, mais alors vraiment, c'est une galerie très élitiste qui n'a exposé que les meilleurs artistes. J'y suis allée. Je ne sais pas ce qui est devenu d'ailleurs le directeur de Venise Cadre, dont que je connaissais, mais je ne le connaissais pas bien. Il a disparu. Oui, maintenant, c'est un jeune qui a pris un peu qui dirige un peu les voilà. affaires. Et il a donné une orientation intéressante parce qu'il s'intéresse beaucoup maintenant aux jeunes. Et il s'est spécialisé en l'art contemporain. Art contemporain fait par les jeunes. Bon, ce qui est une bonne initiative. Bon, ça a évincé un petit peu les vieux comme nous, mais bon, ça a réservé une place aux jeunes. Ce n'est pas plus mal, c'est très bien. On œuvre tous pour la même chose. C'est Bien. vrai. Merci. À vous la parole, professeur Mokhtar Sichaoui. Oui. Allez-y. Alors, vous me permettez de vous parler de ma voiture cette fois-ci parce que je suis sorti de chez moi. 21h m'oblige, comme vous le savez. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai deux petites remarques pour Valérie parce que je n'ose jamais parler d'un livre que je n'ai pas encore lu, mais d'après ce que j'ai entendu, je vois qu'il y a d'abord beaucoup d'identités dans son livre. On a une africaine, on a une marocaine, on a un marocain, un franco-marocain. Et le livre est écrit par une française espagnole, mélange d'identité. Épouse d'un juif marocain et catholique. D'accord. Donc, la question est, quelle est la place justement de cette thématique de l'identité? Pardon. Quelle est la place de la thématique de l'identité dans votre roman? C'est tout le livre. Hein. Voilà. Il est très compliqué de le résumer parce que, si vous voulez, l'intrigue est tellement banale que bon, mais quand j'espère être parvenu à transmettre quelque chose qui est justement cette. D'ailleurs, c'est mon combat de toujours parce que même dans l'associatif, moi, je me bats avec Ahmed Rayat, je me suis battue beaucoup moins maintenant, je me sors moins, mais sur le vivre ensemble. Pour moi, je sais que ça semble complètement naïf aujourd'hui où tout le monde rigole quand on parle de vivre ensemble, mais j'y crois encore. Allô? Oui, on vous suit. Ah, j'y crois encore et ce livre, effectivement, comment dire, englobe toutes ces personnalités complètement différentes. Vous avez un franco-marocain, vous avez une africaine qui, en même temps, elle-même est arrière-petite-fille d'un grand poète français. Vous avez Chicha, qui est une marocaine, elle, vraie marocaine, mais qui parvient à gérer tout ce monde-là, parce que c'est quand même elle la chef, c'est elle le policier, qui parvient à gérer tout ce monde-là d'une manière à la fois douce, parfois énervée, et en tout cas avec une fatalité totale, en disant après tout, nous devons toujours nous adapter, nous sommes mondialisés, nous devons nous y faire sur tous les plans. Et comme disait monsieur tout à l'heure, si l'art est comment dire, l'art est moins vivant aujourd'hui, eh bien, nous avons par contre des reconnaissances internationales de plus en plus importantes. Ça parle de partout. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Alors, c'est effectivement beaucoup moins intéressant sur le plan culturel. Mais sur le plan de la communication, peut-être que ça apporte quelque chose en termes de vivre ensemble. Moi, je l'espère, parce que je me dis que nous vivons avec notre temps. Le réseau social est une obligation pour nous tous et un moyen de communiquer, puisque vous voyez, regardez, nous sommes sur un réseau social, nous sommes avec un organisateur américain, nous avons perdu notre ami belge, monsieur est à Ouarzazate, monsieur est à Marrakech, nous sommes partout. Donc, je suis là, Valérie. Tu es là, Philippe? Je ne te voyais pas. Je suis toujours là, mais tu ne me vois plus, c'est tout. Ah, d'accord. Donc, nous sommes dans plusieurs villes. Nous sommes entre les États-Unis, la Belgique et le Maroc. Et j'avoue que c'est une forme de culture. C'est vrai que c'est autre chose. Nous sommes dans l'ère de la communication. Oui. Ok, donc là, c'est une question qui va provenir de Ouarzazate. Et je souhaite la bienvenue à notre ami c'est Souiba Fouad qui vient de nous rejoindre. Alors, bonjour, nous sommes amis sur Facebook aussi. Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. À vous la parole. Bonsoir. Alors, un petit peu pour élargir un peu la discussion, et d'abord une petite entrée, il y a à peu près 14, enfin, si vous voulez, subsahariens à Ouarzazate. Il y a, je ne sais pas quelle année, il y a un conseiller culturel sénégalais qui est venu ici. Ils ont discuté ici, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Franchement,
j'ai pas beaucoup de patience pour prendre avec surtout les Sénégalais. Parfois, j'achète des dates. Quand j'achète quelqu'un, je leur donne et puis on parle et comment s'appelle un Wolof, le bonjour et puis ça. Mais je crois qu'ils s'intègrent plus parce que peut-être aussi lié ici à l'oasis de Ouarzazate et d'ailleurs de Safilat, il y a quand même des communautés aussi proches au niveau de la peau, ben, sans aucune valeur un peu à critiquer. Voilà. Ils sont proches, ils s'intègrent mieux. Peut-être dans le nord, on m'a dit par exemple, dans le nord, il vit beaucoup de problèmes. Voilà, parce que, À voilà. Tanger, c'est terrible. Voilà. Alors, je vais juste revenir un petit peu, bon, élargir un peu la discussion, même si c'est mon sujet, si vous voulez, c'est pas l'immigration. Quel souvenir j'ai de la ville? Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai visité la ville en 1977, la ville de Casablanca, et ça me reste toujours un milieu que je n'arrive pas à apprivoiser. C'est un monde étrange. Si vous me dites parfois, je me rappelle d'une phrase de Saint-Augustin, le temps, qu'est-ce que le temps? J'ai une idée, mais si vous me posez les questions, le temps, qu'est-ce que le temps? Je ne sais pas. La ville aussi, c'est vrai. Qu'est-ce que la ville? C'est vrai, c'est d'avoir un rassemblement, beaucoup de monde, beaucoup de vie. Mais je n'arrive pas, franchement. Alors, c'est un petit peu personnel, j'aime la ville, mais beaucoup de fois, il y a un ami qui m'a dit, la ville, celui qui ne s'adapte pas, il le rejette. C'est comme la mer, il le rejette. Moi, j'aime la ville, mais il me rejette. Voilà. Alors, vous êtes un homme du désert. Excusez-moi aussi, je me rappelle très bien, il y a quelques années, j'ai enseigné à Khouribia, il y avait un doyen qui m'a dit, à partir à Ouarzazate, il n'y a que le sable, il y a le vent. Il me dit, excusez-moi, je cherche l'absolu. Excusez-moi pour cette phrase, je lui ai dit, je cherche Dieu, je ne le trouve pas ici. Dans le bruit, excusez-moi, un petit peu, c'est un peu C'est magnifique. Dieu est partout. Dieu est partout. Bon, alors je lui avais dit, je ne sais pas, il y a quelqu'un, un handicapé, qui a dit le Dieu n'existe pas dans le bruit. Je crois que c'est une vérité. Enfin, comme ça, tout ce bruit, tout ça. Donc, l'homme a besoin de méditation. Donc, je me sens quand même beaucoup compagnard. Je veux revenir aussi sur un mot, le mot bidon. Et 45 à Casablanca. C'est un terme de Casablanca. J'attendais à ce que ce soit la ville de Bombay, l'Inde, comme ça, où il y a beaucoup de monde, la Chine, mais c'est un mot de Casablanca. Et ça m'a beaucoup étonné parce que les années 80, je ne sais pas, à Ben Msik, Sidi Asman, il y avait plus de 80 000 personnes. Il y a aussi un aspect derrière moi, il y a une étude qui a été faite à Casablanca. Là où il y a la création, où il y a l'œuvre, c'est dans ces bidonvilles, c'est dans ces lieux de pauvreté où il y a. C'est vrai, là aussi, au niveau pour nous. Bon, moi, je suis né dans une oasis. Bien sûr, cette vision du monde que nous avons sur la vie, et puis ce contact avec la ville de Casablanca, pour nous, c'est monstre. Il y a aussi cet aspect. Tous les gens qui ont réussi au Maroc, ils sont à Casablanca. Quand on dit quelqu'un a fait de bonnes études, où est-ce qu'il travaille? Il travaille à Casablanca. En même temps, vous les avez tous cette situation, donc c'est à Casablanca. Donc il y a cet aspect complexe de la vie, il faut l'analyser, et c'est ça, si vous voulez, un peu ce qui se frappe dans sa vie. Il y a bien sûr tout ce qui ont réussi, les faciles, les soucis, bien sûr les années 30, les années 20, bien sûr cet aspect européen, il y a aussi des compagnons, et c'est très important. Ben voilà, je termine, j'aime la ville, mais la ville n'aime pas. Merci surtout, c'est gentil. À toi la parole, Valérie. Voilà, oui, je vous remercie pour votre intervention très intelligente, très passionnante. Allô? Oui, je voulais simplement préciser pour notre ami Philippe qui nous regarde que monsieur habite aux portes du désert, donc il a une pensée qui est absolument particulière. Ouarzazate, c'est la ville la plus belle, la ville la plus belle du monde, qui est aux portes du désert et qui a vu les premiers dinosaures, les plus grandes traces de dinosaures du monde. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Une géologie absolument incroyable. J'ai été à Ouarzazate. Il la connaît, Philippe. Il connaît Ouarzazate. J'avais 18 ans, mais j'ai été à Ouarzazate. Nous avons un homme du désert avec nous et c'est très, très touchant. Et en tout cas, vraiment... Ouais. Ok. La méditation et le silence. Ouais. C'est Fouad Souiba. À vous la parole. Micro, c'est Fouad. Le micro. Micro. Ah, je le vois. Micro. Micro, c'est Fouad. Active ton micro. Ah, oui, voilà. C'est bon. Je suis désolé. Sabdelzak, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Valérie. Alors, bonsoir, ça va Valérie? Ça va très bien, merci.
fier de partager avec toi. Ah, c'est le festival des écrivains aujourd'hui. Ah ben lui, c'est un réalisateur. Et réalisateur, exactement. Film et tout. Mais le régal n'est pas malheureusement jusqu'au bout. Hein. Parce que malheureusement, le problème au Maroc, c'est que nos livres ne sont pas bien distribués. Malheureusement. Et moi, je connais Valérie me connaît, mais on n'arrive pas à se lire. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore réussi. Je lis tout le monde. Moi, tout le monde, tous les écrivains marocains savent que je les lis. Hein. Je n'ai pas réussi à tomber sur les livres de ma chère Valérie, malheureusement. Le problème, c'est que le livre est sorti au début du Covid. Donc, ça fait 1 an qu'il est sorti, mais on n'a pas pu on n'a pas. Mais c'est pas. Enfin, le problème, il n'est pas que pour moi. J'ai d'autres amis qui ont sorti des livres en même temps. C'est ce que je suis en train de dire. Malheureusement, on n'arrive pas à se lire parce que d'abord, il y a un gros problème de distribution au Maroc. Exact. Et de deux, le Covid, il a encore enfoncé le clou, malheureusement. Et on est obligé, moi je suis obligé d'appeler mes amis pour faire le troc. On va faire un bel échange. On va sur nos groupes Facebook. Oui. Ou alors vous me dites où est-ce que je peux y aller, voilà. Et j'y vais, souvent j'y vais. Moi j'achète les livres moi j'aimerais bien acheter le vôtre également. Ah oui. La librairie du Marais. Au Marais, oui, je pense que... Ah oui, mon dernier livre, il est sur Casa, je le sais. Je sais qu'il est sur Casa. Maintenant, s'il est épuisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis parti chercher tes livres, Valérie. Moi, je t'adore. Tu sais que je t'adore. Et puis, tu sais que la plus belle ville au monde, c'est Ouarzazate, mais avant, c'est Dakhla. Hein. Dakhla, c'est... Moi, je connais très, très bien Dakhla dans le sens où nos amis, mes frères qui sont avec nous ce soir vont m'excuser. Moi, quand je faisais une émission à la télévision pendant des années, au Maroc et à Al Jazeera, au Maroc, ça s'appelait Zawaya, et j'allais souvent tourner des films étrangers à Ouarzazate. Et c'était des vedettes. Alors, moi, pendant mes 52 minutes, je me régalais. Et avec eux, il y avait les Tom Cruise, il y avait le grand belge, le karatéka, etc. Il y avait tout le monde. Van Damme. Il y avait Anouk Aimé, il y avait le défunt suédois, etc. Moi, les noms m'échappent. Que des vedettes mondiales. Et quand je partais découvrir Dakhla, il y a maintenant une quinzaine d'années. Je crois que Dakhla, après je suis revenu 3-4 fois, c'est la plus belle de toutes les villes au monde. C'est une ville non polluée, c'est une ville qui présente ce qu'aucune ville au monde ne peut présenter en termes de culture d'ailleurs, parce que l'espace il est donné, offert à tout le monde pour s'exprimer, et d'un, et de deux, pour les stars du monde du sport, parce que c'est une ville qui présente un littoral exceptionnel, où les plus grandes stars du monde du sport peuvent venir se préparer, rester pendant des mois et des mois, enfin des périodes, etc. Alors, je vais fermer la parenthèse. Dakhla, moi, je suis de Marrakech d'ailleurs. Moi, je suis Marrakech. De souche, c'est vrai que je suis natif de Rabat, mais c'est le destin a voulu que je sois natif de Rabat. Moi, je suis Marrakech. J'y peux rien. J'avais vécu avec des voisins juifs marocains. Mon Dieu, ce que c'était. Quelle période c'était. Alors, on partageait tous les repas le week-end. On partageait le couscous et on partageait le rqaq. Et c'était le week-end les week-ends les plus heureux de ma vie, d'abord.
Marrakech, c'était ça. C'était mes voisins, c'était ma famille et c'était mon univers d'enfant. C'était mon univers d'enfant, moi. J'étais enfant, après, adolescent, etc. Alors, au-delà de tout ça, qu'est-ce que je vais retenir de cette expérience de Dakhla, de mon enfance? C'est que le monde est fou. Le monde est fou. Le monde nous cherche des noises. Le monde nous cherche des querelles. Et ces querelles, moi, j'ai essayé de les transposer. C'est pour ça que je regrette de ne pas t'avoir lu, Valérie, jusqu'à présent. Je vais te lire. Je sais que je vais te lire. Ce que je regrette jusqu'à présent, c'est que le monde, avec ses interprétations, avec ses problèmes à lui, qui ne sont pas nos problèmes à nous, ne nous permet pas de nous reconnaître en nous, qui sommes marocains. Et c'est un monde qui a voulu que les choses soient comme ça. C'est ça la question qui est pour moi, qui va rester encore posée pendant très, très, très longtemps. Pourquoi est-ce que nous, Marocains, on n'arrive pas à nous reconnaître? On n'arrive même pas à nous connaître pour nous reconnaître. Mais quand bien même il y a des salons du livre, il y a des foires au Maroc, à l'étranger, etc. Mais on n'arrive pas. Alors, au cinéma, que j'exerce malheureusement obligatoirement, pourquoi? Parce que c'est d'abord mon truc, c'est d'abord ma folie à moi. On se connaît tous. C'est ça ce qui fait mal au cœur. Le cinéma, c'est ouvert au grand public, c'est ouvert aux professionnels et on arrive à régler tous nos problèmes. Ou en littérature, c'est très grave. On travaille Casa, c'est rien du tout. On n'arrive même plus, même avant le Covid. Avant le Covid, moi, quand je vais à Casa, je vais voir 2, 3 amis, 4 amis, je rentre chez moi, ils viennent me voir, on se réunit, on fait des assemblées, on est très, très peu nombreux à chaque fois. Et puis, tous les autres à côté, Admitra, je ne sais pas, moi, Sidi Qassem, même à Sidi Slimane, on ne se voyait pas. Et on n'arrivait pas à distribuer nos livres. C'est ça le malheur. On est tout près de nous-mêmes, on est tout près, on est à proximité les uns des autres. Je ne parle pas de Marrakech, je ne parle pas d'Angers, je ne parle pas d'Oujda, je ne parle pas de l'Aïou, je ne parle pas de Dakhla. Je parle que d'une région si proche, à proximité, vraiment accessible, qu'on n'y arrivait pas. Alors, ma question, est-ce que, Valérie, maintenant, toi, à Casa, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour qu'on puisse nous-mêmes nous reconnaître dans nos écrits, dans nos textes, dans notre univers, dans ce qu'on imagine, dans nos ambitions? C'est ça la question. J'ai l'impression, si Fouad, tu es en train de te poser une question, parce que vous êtes un responsable quand même au niveau régional de la culture, en parallèle de tout ça. Non, je suis responsable de la communication dans la région, pas de la culture. Et bon, la communication, mais à la limite, il faut qu'il y ait un précurseur qui doit mettre la brique à la mare. Et c'est Fouad Souiba, Fouad Souiba s'apprête pour ça. Oui, c'est Abdelrahman, à vous la parole. Non, moi, comme tout à l'heure, Valérie a parlé de la ville de Casablanca et à un certain moment, il a dit que Casablanca était une ville construite par les Français, surtout avec l'arrivée du colonialisme et tout ça. Et moi, dans ma quête, toujours autour de ma plante préférée, qui est le cannabis, il y a une dizaine d'années, je suis tombé sur un auteur chinois qui vivait aux États-Unis et qui avait publié un livre qu'il avait appelé Contribution to Botany. C'est un certain Hui Lin Li. Et dans ce livre, il avait rassemblé pas mal de choses concernant ce qu'on appelle l'ethnobotanique, tout ce qui est relation entre les hommes et les plantes.
Et il y avait un chapitre, imaginez-vous, qui parlait d'un livre publié en 1178. C'est deux voyageurs, deux géographes chinois à l'époque, qui avaient fait un voyage et qui ont fait la traversée de l'Atlantique. Et si vous vous souvenez bien, on a toujours dit que l'Arab yaktashifuna Amerika, ou l'Aktishaف Amerika par les Arabes. Et celui-là est un auteur vraiment très connu qui actuellement, il est en train de chambouler, ou qui a ses écrits ont chamboulé l'idée que tout ce qui est colombien et post-colombien, surtout au niveau de la botanique, au niveau des sciences des plantes et tout ça, toutes les espèces qu'on appelle post-colombiennes, nous, on a des ouvrages des Arabes anciens entre le 10e et le 13e siècle. On avait certaines espèces que la reconquête de Grenade, c'est-à-dire le 15e siècle, ont classées comme des plantes post-colombiennes. Pour nous qui traitons un peu de ce thème dans ces ouvrages arabes anciens, ces plantes étaient précolombiennes de 3 à 4 siècles. Mais dans ce livre, il parle d'un voyage du Molempi, qui est un cas précolombien. Je ne sais pas si vous voyez bien le titre, Abdelrazak. C'est un voyage précolombien de la traversée de l'Atlantique. Et imaginez-vous, dans la description de l'ouvrage de ces deux géographes chinois du XIIe siècle, il parle de la ville de Casablanca. De la ville de Casablanca, un petit village de l'époque où il y avait une trentaine de pêcheurs. Et imaginez que la ville de Casablanca au Dar al-Baïda est un nom qui venait de l'époque, de la fin du XIe et début du XIIe siècle. Dar al-Baïda, parce que c'est un village blanc qui était peint en blanc et où il y avait environ 300 habitants et un village de pêcheurs. Et c'est le port le plus important à l'époque dans cette zone, d'où sont partis ces voyageurs arabes qui ont traversé l'Atlantique par erreur et qui ont, que la preuve, par exemple, au niveau de pour ce botaniste, pour cet ethnobotaniste de l'époque, c'est ce qu'ils ont ramené comme plante de la région, c'est-à-dire de l'Amérique du Sud, ce qu'ils avaient ramené. Et moi, ce qui m'intriguait tout à l'heure, quand vous avez parlé de Casa comme une ville, et vous, M. Retnani, a choisi, Retnani adore ce genre d'histoire concernant... Si peut-être vous lui conseillez de faire un peu, dites-lui que Merzouki t'a dit de faire un travail un peu plus approfondi concernant les titres quand tu les choisis. Et merci, je voulais placer cette anecdote, mais elle est vraiment très intéressante. Hein. Merci. C'est Abdelrazak. Oui, c'est Chaoui. Vas-y. Est-ce que je peux rebondir sur une petite question à propos du titre? Bon, je ne suis pas là pour défendre Nani, bien entendu, parce que c'était mon premier éditeur. Il a édité mon premier livre. Mais je pense que Nani, ainsi que tous les éditeurs, ils font leur boulot. C'est-à-dire que, étant donné que la couverture est la première des choses que les gens voient, il faut que la couverture soit attirante et surtout que le titre interpelle. Mais Nani, je pense que s'il a choisi Casablanca, c'est parce que tout simplement, le nom interpelle d'abord les Casablancais et ensuite les Marocains. Et si vous pouvez me permettre, je vous raconte juste une anecdote pour voir un petit peu que le travail de l'éditeur consiste justement à choisir un titre un titre vendeur, pour dire les choses comme ils doivent être dites, un titre vendeur. Quand je lui ai proposé mon premier roman, c'était en 2004. Vous vous souvenez très bien, c'était la période de la Moudawana. Hein? C'était la période de la Moudawana, tout le monde parlait de la Moudawana, c'est comment dirais-je, l'émancipation de la femme, etc., etc. Et comme mon roman parlait d'une relation entre un homme et une femme, etc., il m'a demandé de lui présenter des titres. Je lui ai présenté une douzaine de titres et il a choisi un qui est « Permettez-moi, madame, de vous répudier ». Permettez-moi, madame, de vous répudier.
un titre qui est quand même un petit peu, je dirais, provoquant. Mais j'ai compris par la suite, en fait, que lui, c'est pas le titre qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est justement de jouer sur la Moudawana et donner un titre qui va renvoyer à la Moudawana et donc, voilà, et donc provoquer un petit peu l'intérêt. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il fait son boulot. Après bien entendu, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est son boulot. Le travail de l'écrivain s'arrête lorsqu'il dépose son manuscrit chez l'éditeur. Après, le titre, la quatrième de couverture et tout ça, c'est le travail de l'éditeur. On est d'accord? Voilà. Et juste, pendant que j'ai la parole, je voudrais poser une petite question à Valérie à propos de Casablanca. Est-ce que, en écrivant ce livre, vous n'avez pas pensé à Casanegra, le film Casanegra de oui, Nordine Lahmari. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ce film? Ben, bien sûr, j'aurais adoré trouver le titre avant lui. C'était évident. Mais il l'a fait avant moi. Allô? Oui, oui. On s'entend. D'accord. En fait, bon, non, j'ai pensé, je pense toujours à Casanegra. Je trouve que c'est un titre magnifique. Mais Casablanca, au risque de vous décevoir, messieurs, Casablanca, c'est mon titre. Et Abdelkader, qui est un ami, Abdelkader m'a dit comme tu veux, mais j'ai voulu un sous-titre pour mettre les prénoms féminins. Il a accepté. Il n'a pas trouvé que c'était une très très bonne idée au départ parce que Casablanca, il y a énormément de livres qui s'appellent Casablanca, notamment des beaux livres, des livres de découverte, des livres. Donc c'était pas justement, c'était plus un titre vendeur du tout. C'est un titre presque éculé au Maroc de s'appeler Casablanca. Mais j'y tenais beaucoup parce que j'adorais la ville. Mais voilà, Abdelkader a eu la gentillesse de me laisser faire. Il aurait préféré quelque chose de plus, peut-être d'un peu plus. Voilà. Eh bien, ok. Non, mais donc, Casablanca reste un titre vendeur quand même. C'est comme Tanger, c'est comme Marrakech. C'est des noms des noms de villes comme New York, comme Paris. Ça reste toujours vendeur. Vous savez, moi, mon rêve, c'est de vendre. Hein. J'aimerais beaucoup vendre. Oui. Comme tous les auteurs. Eh bien. Ok, les amis, nous avons bouclé notre 1h30 de partage. Donc, s'il n'y a pas de dernière question, je tiens à remercier. Oui? C'est possible, une question à Valérie? Rapidement, parce qu'on a... Allez-y, c'est Arthur. Quand quelque chose vient de Ouarzazate, on ne peut pas dire non. Ah oui, mais enfin, c'est un jour, surtout moi, je suis un petit peu la littérature, chanter un morceau, mais voilà. Alors, excusez-moi, c'est encore là, normalement, une question un peu simple, mais d'une oasis, toujours la simplicité, la clarté, mais là aussi, une question un peu philosophique et un peu difficile. Valérie, que peut apporter la littérature face à la condition tragique de la condition humaine? ما سمعناش la question à Sertuche. Il y a un problème. Ah oui, je répète la question. Ça va? Répétez la question. Alors Valérie, donc la question un peu philosophique, que peut apporter la littérature face à la condition tragique de la condition humaine? Allons bon. L'homme du désert nous a tous cloués. Bon. Alors, que peut apporter la littérature à la condition humaine? Pour ceux qui savent lire, ça apporte tout. Puisque la véritable littérature, la seule qui vaille et qui nous accompagne, c'est que nous avons tous, nous, les littérateurs ou les littéraires, tout ce que vous voulez, nous avons au maximum, on va dire, 5 écrivains chacun, qui sont nos maîtres, en général, ils sont morts. J'imagine que vous, c'est pareil. Ce sont 5 écrivains qui, depuis le début des siècles, nous accompagnent. Eh bien, c'est la littérature, ça accompagne nos maîtres. Et ce sont les seuls témoins de ce qui reste de l'immuabilité. Alors, écoutez-moi, monsieur l'homme du désert, de l'immuabilité de l'âme humaine à travers les siècles. Vous ne la trouvez que dans la littérature ou dans l'art. Exact. Donc, elle est tout pour nous. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont sur cette plateforme. Tout à fait, tout à fait.
Bien, donc je vous remercie pour votre générosité, Valérie. C'est Donc, moi qui vous remercie. C'était très agréable. c'est un rendez-vous qui a été retardé. D'ailleurs, tu devrais être parmi nous, ça fait très longtemps, mais bon, pour des... Merci. Oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai. par Merci. la même occasion, je tiens à remercier les fidèles à ce débat. Merci beaucoup. Moi aussi, je remercie tout le monde. Et vous êtes la bienvenue à chaque fois. Bon, il va y avoir d'autres. Bon, il y a là quelqu'un qui a levé la main, donc je vais lui donner. C'est Nadef, Monsieur Abdjelil Nadef. Merci. Vous voulez prendre la parole? C'est Nadef. Bien. Donc peut-être ça a été fait par erreur. Non, 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 c'est Allez-y, Abdelrazak, c'est allez-y, pas par erreur. allez-y. Oui, Allez-y. pardon, oui. Allez-y, c'est Nadef. Merci, c'est Abdelrazak, pour cette C'est un séance. plaisir. Merci, Valérie, pour ce joli, même si on n'a pas encore lu le livre, mais ça nous a donné un peu du goût pour le lire, pour le voir, parce que Casa, comme elle a été dit par tous les collègues, par Abdelrazak, ça représente un peu, ça dépasse un peu le terroir, le territoire du Maroc. On la trouve partout. Mais aussi, donc, on espère avoir un jour un livre sur Marrakech. Parce que Marrakech, j'étais à l'étranger 3 fois et dans 3 grandes directions. J'étais au Sud-Afrique et on était 18 pays et j'étais le seul à être invité par le Sud-Africain parce qu'il il était à Marrakech et il voulait encore visiter le Marrakech, aussi en Autriche et au Brésil. Donc le Brésil, peut-être il a une grande mémoire pour le Maroc, pour Casablanca, comme tu as dit, c'est Abdelrazak, et aussi Exact. comme Marrakech. Pour ce livre Casablanca, donc ça mérite d'être lu. Donc Casablanca est déjà un film sur Casablanca. Casablanca, donc pour moi, donc on est comme ville, peut-être c'est pas encore la capitale économique, mais c'était une ville de résistance, c'était une ville populaire, c'était une ville de refuge social au Marocain. Mais pour moi, c'était un développement. Donc, les modèles de développement et comme modèle qu'on a étudié par Feu Driouchi, un professeur économique que Dieu l'ait dans sa sainte miséricorde, c'est le modèle pervers. C'est les effets pervers de Casablanca. Et c'était en 82-83. Il nous a dit, même chaque fois Casablanca, il ne va pas arrêter de danser. Peut-être Casablanca, il a une grande étendue. Casablanca, ce n'est pas Casablanca actuel, ce n'est pas ces bidonvilles. Il y aura toujours les bidonvilles parce qu'il y a toujours des effets pervers du développement. Donc peut-être un jour, on va trouver les bidonvilles proches de Ben Slimane ou proches de Brosset. Ça, chaque fois, on combat les bidonvilles, chaque fois, on rase les bidonvilles, il y aura d'autres bidonvilles à Casablanca. Ça, c'est Casablanca, c'était aussi la capitale économique, mais c'était la ville, c'est la ville de résistance, c'est la ville de tous les mouvements, c'est la ville de tous les groupes musicaux. Donc, de là, donc, on salue Nasser Ouad, il est là, et tous les autres groupes, Moussaheb et tous les autres groupes de Casa. Casa, c'était la capitale, comment dirais-je, culturelle aussi. Donc Casa, il est où il est toutes les cérémonies culturelles, tous les actes culturels, et c'était à Casa. Mais pour moi, donc, même si je suis de Marie de Casa, je suis originaire de Fouaka. J'ai suivi mes études à Marrakech. Et je salue ici mon ami, donc, Gilles Gozro, s'il est toujours avec nous. Et c'est Fouad. Donc, peut-être c'est Fouad. On a travaillé ensemble, mais pas beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il se souvient de nous. Et donc, aussi, on s'est rencontrés une fois son fils était à l'ISMAC avec mon fils. Donc, on a repris contact.
Très bien. Comme lui, c'était au cinéma, moi, je suis en agriculture. On a travaillé donc dans la diffusion et la production des sports avec Très toute bien. l'équipe de Sephora. On ne travaillé pas beaucoup avec Fouad, mais avec toute l'équipe de Sephora. Donc, Bien. moi aussi, comme il a été dit par notre collègue de Ouarzazate, donc moi aussi, Casa, il me jette. Peut-être, j'aime Rabat. Rabat était une ville culturelle par excellence. On a eu, comme il a été dit par Valérie, donc, c'est pas chaque semaine, mais à Marrakech, au lycée, aussi à Rabat, c'est pas chaque semaine, mais chaque jour, il y avait un événement. Il y avait le ciné-club, le centre culturel russe, le centre culturel allemand, le centre culturel soviétique. Donc, malheureusement, ça n'existe plus. Mais peut-être, à travers le livre de Valérie, on va au moins renaître Casablanca. Et merci, c'est Abdelrazak. Et c'est Abdelrazak, j'ai une suggestion. Donc, moi, je travaille sur un livre, donc sur l'eau. Mais j'ai un ami, un jeune ingénieur, qui vient de sortir son livre sur Toyor, je ne me souviens plus. Peut-être je vais partager avec vous donc le son, c'est Abdelrazak. Oui. Allô? C'est Abdelrazak. Allô? On vous entend. C'est Nadef, on partage par email, comme ça, si vous avez des propositions, marhaba. Alors, je donnerai quand même à Nabila la parole, parce que là, j'ai vu qu'il l'a demandé. Allez-y, Nabila. Nabila. Bien, donc je vous laisse le mot de la fin, puisque Nabila n'est pas là. Allez-y, Valérie, tout en vous remerciant pour votre générosité du partage. À vous la parole. J'ai 1h30, je ne l'ai pas vu passer. J'étais vraiment en excellente compagnie. Je vous remercie tous. J'aurais adoré qu'il y ait un peu plus de dames. Nabila, bonjour. Heureusement. Mais Nabila, tu es là? Merci. Il y a un problème de connexion. Elle a un problème de connexion, mais en tout cas, je la remercie beaucoup d'avoir été présente pendant toute cette projection. Et je vous remercie tout le monde. Je serais ravie de vous revoir aux prochaines, mais en tant que participante. Voilà, avec plaisir, avec plaisir. Donc, je tiens à remercier les fidèles à notre débat et je vous souhaite une fin de semaine agréable. Donc, merci. Il faut applaudir, il faut applaudir. Oui, faut l'applaudir. Il est de coutume justement d'applaudir à la fin. Donc, vous ouvrez vos micros. Merci beaucoup. Merci Sertuj, c'est Marzouki, c'est Nadef, c'est Fouad Souiba, c'est Mokhtar Chaoui, c'est Shriqi, c'est Wardan, c'est l'Amri Hassan, c'est Marah de Kinitra, c'est Ben Addi, c'est Najib Gertili, Dr Chouqi. Donc merci tout le monde et à la prochaine. Oui, allez. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, c'est Abdelrazak. Merci, c'est Abdelrazak. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Si quelqu'un vient à Ouarzazate, c'est le bienvenu. Merci, Sertuj. C'est gentil. Ça sera bientôt, Sertuj. C'est noté, ça sera pour bientôt. C'est noté. Après le confinement. Après le confinement. Non. Il est déjà déconfiné. C'est Abdelrahman. Moi, j'ai fait dernièrement Oujda, Bouarfa, Rachidia, Rabat. Tout le tour. C'est Sertuj. سلم علي بمغران. Les origines de Walid Allah yarhamou, ils sont des Mghran. Il est à 60 km. À 60 km de Ouarzazate. Donc, oui, c'est Fouad. Oui, c'est Fouad. Je ne me suis jamais permis, je vais le faire ce soir. Vas-y. Désolé, navré. Alors,
nous sommes sur une dynamique extraordinaire. Le Maroc est en train de se repositionner dans le monde entier. Effectivement. On est vraiment, je ne sais pas, il y a un coup de fil qui arrive, je vais juste le refuser. Et ça vient de l'université d'Ibn Zahra à Agadir. C'est mes collègues universitaires. Nous sommes sur une dynamique extraordinaire. Le Maroc est en train de partir sur des choses magnifiques. Ouais. Je vais pas citer les chiffres, je vais pas les statistiques, rien. Moi, je suis un citoyen comme tous les autres citoyens. Je vais juste poser la question. Je ne sais pas ce que Valérie est avec nous ce là, soir. Il vient de se déconnecter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'intelligentsia ce soir pour renouer les contacts avec nos amitiés, avec nos frères, avec nos anciens voisins. C'est toute la question que je voulais poser. Moi, je ne vous cache rien, c'est Fouad, dans le même sens de votre idée, là où je suis actuellement à Washington. J'ai intégré pas mal de groupes de l'amitié maroco-juive, etc. Je vous assure que j'ai découvert des choses intéressantes. L'une qui m'a marqué, c'est que j'ai retrouvé un ami de Walid, Allah yarhamou. Aujourd'hui, il a 81 ans. Il est installé à New York. C'est Atias Amram Ould Aïcha. Dans le temps, on l'appelait Ould Aïcha. Et je vous assure qu'il m'a parlé sans accent. Il n'a pas perdu l'accent alors qu'il est parti du Maroc à et croyez-moi, c'est des choses qui marquent l'individu. C'est des gens qui sont restés fidèles au Maghreb. Et effectivement, bon, d'ailleurs, le fait d'inviter Valérie, ça a été fait dans ce sens. Peut-être il va y avoir d'autres personnes qui vont partager avec nous ce qui les a marqués au Maghreb. Il y a des écrivains judéo-marocains qui ont écrit sur la vie. Il y a même eu des cinéastes marocains qui ont fait des films. Mohamed Smaïl, qui est alité aujourd'hui, qui est très très malade, nous lui souhaitons un pour rétablissement, qui a fait un film magnifique qui s'appelle Ma mère, je crois. Et Ma mère, c'est ça? Non, juste Mère. Et puis il y a Hassan Mejloun qui a fait le film Où vas-tu, Mouchi? Deux films marquants de l'histoire de l'artiste marocain. Non, parce que c'est des gens qui ont raconté dans des films ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, dans leur adolescence, qui se sont retrouvés du jour au lendemain en l'absence d'un voisin qui leur était cher, qui était un juif, une famille juive, qui était partie, qui avait disparu du jour au lendemain en 67, en 68. Alors qu'ils étaient en communion avec ces familles, etc. Exact. Et aujourd'hui, les enfants se retrouvent dans des postes de responsabilité en haute autorité, bien sûr, en haute responsabilité dans l'État israélien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour renouer ces amitiés et renouer justement cette amitié d'enfance, cette amitié presque familiale avec ces gens-là? Franchement, c'est ce que je voulais poser. Dans le même sens, Abdelrazak. Oui, je termine l'idée. Franchement, aujourd'hui, c'est une ouverture qui est extraordinaire pour le Maroc.